Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures, dont 2 qui n'ont pas fait partie du mois de la fantasy. Il y en a un que j'ai lu avant fin avril, et là on est le 15 ou le 16 mai quand je tourne, et un autre que j'ai lu en fait pendant le mois de la fantasy, mais que j'ai intercalé entre 2 lectures de fantasy. Ceci étant dit, le premier dont je voudrais vous parler aurait pu totalement s'intégrer au challenge du mois de la fantasy, puisqu'il s'agit du tome 2 de l'Anti-Magicien par Sébastien de Castel et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Nous sommes donc dans un roman de fantasy où nous allons rencontrer Kellen, qui est en fait un apprenti mage qui a un petit peu le problème qu'il n'a pas de pouvoir. Ainsi, pour passer les épreuves, il est obligé de tricher, et ce fait ajouté à d'autres faits que je vous laisse découvrir vont mettre notre cher anti-magicien donc en fuite. Il part donc en fuite avec une personne qu'on appelle un argosie du nom de Furia et une créature, un chacureuil du nom de Rakis, qui est bougon comme il n'y a pas et qui amène, il faut l'avouer, une sacrée dose d'humour dans cette série. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas de pouvoir, il a une sorte de malédiction sur lui, et dans ce deuxième tome, sans rentrer dans les détails, il va essayer d'aider d'autres personnes qui ont un petit peu le même style de problème que lui. Évidemment, il va continuer à foutre les pieds droit dans les emmerdes. Et même si j'avais lu le tome 1 il y a extrêmement longtemps, j'ai récupéré quand même pas mal de souvenirs, peut-être pas tous les détails, mais largement assez pour dévorer et complètement savourer ce deuxième tome où j'étais ravie de retrouver le personnage de Rakis, qui est toujours aussi drôle, toujours aussi cynique. Vous voyez, ce personnage il veut bouffer les yeux de tout le monde, il veut attaquer tout le monde, enfin il est extrêmement drôle. Si vous partez du principe que vouloir arracher les yeux de quelqu'un est drôle, bien évidemment, mais bon. Quant au personnage de Furia, il est aussi très bon à suivre, puisque c'est un personnage qui paraît très froid, très dur en apparence, mais plus vous apprenez à la connaître et plus vous comprenez qu'en fait c'est un personnage qui est extrêmement bon, et vraiment j'ai beaucoup de plaisir à la suivre dans cet homme. En fait, si vous voulez, certes, Kellen est un anti-magicien, un anti-héros, mais le trio complet est finalement un trio d'anti-héros. Mais c'est superbement bien fait, c'est bien écrit, les personnages sont bien trouvés, et même s'ils sont chacun anti-héros, ils sont chacun anti-héros à leur manière. Furia ne rentre pas du tout dans les clous, et certainement pas dans les clous de son clan. Lui, il a pas de magie, mais il l'a jamais demandé à ne pas en avoir. Quant au chacureuil, eh ben, c'est un chacureuil, donc finalement c'est dans sa nature. De plus, j'aime beaucoup l'univers de Sébastien de Castel. C'est évidemment le même univers que dans le tome 1, mais je l'aime toujours autant. C'est un système de magie que je trouve original, que j'aime beaucoup, qui se présente très bien, qui est approfondi, qui est recherché, et je trouve que ça fonctionne à merveille. J'ai aimé aussi le fait, si vous voulez, qu'on n'est pas dans un tome de transition, surtout que de toutes les manières, l'anti-magicien, je crois qu'on en est au moins un 6 tomes, un truc comme ça, mais vraiment, vous avez un tome, il se passe quelque chose, déjà vous allez changer de contrée. Donc vous allez voir autre chose, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres paysages, etc. Donc rien que ça, si vous voulez, ça amène quand même une certaine originalité dans le roman, et c'est tout à fait sympa, c'est une continuité de son univers qui continue à développer, et du coup je me suis pas ennuyée un quart de seconde, ça bouge tout le temps, enfin je trouve... Vraiment, c'est un roman que je trouve génial pour l'instant. Les 2 premiers tomes, je les ai trouvés vraiment bons. Après, sur une série de 6 ou 7, il y aura certainement des tomes qui seront moins à la hauteur. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est clair, ça le fait. Surtout que Sébastien de Castel a quand même une écriture qui est extrêmement visuelle et extrêmement addictive. En plus, dans sa façon d'écrire et le fait qu'il vous ramène de nouveaux personnages, et ben vous ennuyez jamais, puisque vous avez de nouveaux personnages, etc. qui arrivent et qui continuent d'enrichir le roman. Donc nouveaux personnages, nouveaux lieux, système de magie qui se développe de plus en plus. Vraiment, ça a été une excellente lecture pour moi, proche du coup de cœur. Ensuite, je voudrais enchaîner avec ce qui a été finalement ma première lecture pour le mois de la fantasy, puisque dans la catégorie se laisser porter, où on devait avoir un livre au hasard ou je ne sais quoi, j'avais décidé de mettre ma lecture en cours fin avril, début mai, qui rentrerait. Et il s'agissait donc de Surnaturel, le tome 1, Mystère, partie 1. C'est écrit par E.J. Sworn et c'est paru aux éditions Inceptio. Alors ici, on est... Prenez-le comme vous voulez, soit du fantastique, soit de la fantasy, puisque vous êtes de nos jours dans un autre monde, sauf que le personnage principal va être catapulté dans un autre monde qui est un monde de fantasy. J'aurais tendance à dire et à classifier ça dans de la fantasy, puisque le monde de départ, on ne voit quasiment pas
donc c'est pour moi en tout cas c'est plus de la fantasy que du fantastique. Et dans cette histoire nous allons suivre la jeune Evalina à qui il va arriver un grand drame puisque, je ne vous spoil rien, c'est vraiment au tout début et c'est dans la 4e de couverture, sa maison va prendre feu, toute sa famille va périr, elle est la seule survivante et elle va être sauvée in extremis par 2 personnes assez étranges qui se présentent comme étant des surnaturels et qui vont lui expliquer que, eh bien, elle doit les suivre tout simplement dans leur monde, puisque elle aussi est une surnaturelle et que, comme beaucoup dans ces cas-là, elle est la seule à pouvoir sauver le monde et donc la pauvre va se retrouver catapultée dans un monde qu'elle ne connaît pas. Elle va avoir un énorme poids sur les épaules puisqu'il va falloir qu'elle sauve ce monde. C'est peut-être, quand je vous dis comme ça, un peu classique. Ceci étant dit, c'est vraiment la trame et tout ce que vous avez autour, tout ce que vous allez découvrir dans cet univers n'est pas du tout classique. Enfin, moi en tout cas, j'ai adoré. C'est de la fantasy du coup qui est young adulte, mais c'est bien écrit. On se fout pas de la gueule des gens, par contre vous allez voir c'est quand même des sacrés bricasses, mais l'écriture est tellement addictive que vous êtes plongé dedans et honnêtement, je sais plus, il y a 640 pages peut-être, je ne sais plus exactement, mais je peux vous dire que j'ai dévoré ce livre. Alors, le début est peut-être un petit peu rapide, j'entends par là, elle perd sa famille, elle est sauvée et on lui dit « Ah ma cocotte, faut que tu viennes avec nous, de toutes les manières, tout le monde est mort, machin, viens, on vit dans la ville de Réturis, c'est un autre monde, patin, couffin, et ouais, hop, ça y est, elle saute, elle y va. » Là-dessus au début j'étais un petit peu sceptique parce que je trouve que il y a quand même, ok, il y a le déni quand il y a un décès, vous avez une période de déni, mais de là à dire que vous allez tout abandonner, vos amis, etc., parce qu'elle a très très peu de famille, mais elle a quand même des amis, pour sauter dans un monde inconnu, je sais pas. Moi personnellement, je pense que j'aurais préféré qu'on laisse un petit peu plus de temps, comme si la jeune fille avait le temps de faire son deuil. Ceci étant dit, c'est les premières pages, et je dirais que c'est simplement... Là, le début, c'est carrément l'élément perturbateur qui va vous amener au récit. Donc finalement, c'est juste un moment charnière. Donc ça m'a dérangé sur le coup, mais en fait, ça n'entache pas le récit pour la suite. D'autant plus que l'autrice, ou l'auteur, mais je crois que c'est une autrice, nous fait comprendre dans la suite que oui, elle va quand même vivre son deuil, parce que il y a un moment, la réalité la rattrape. Donc... voilà, on va dire que l'autrice a rattrapé le coup là-dessus. C'est peut-être le seul petit point qui m'a dérangé. Je trouvais que le début était un petit peu rapide. Elle est quand même catapultée à Réturis alors qu'elle a perdu ses parents, mais genre 30 minutes avant. Bon, c'était peut-être un petit peu le seul point qui m'a un petit peu gênée, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'excuse entre guillemets pour faire rentrer Evalina, parce que c'est son nom, pour faire rentrer Evalina dans le monde de Réturis. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un young adulte, donc il répond à certains codes du genre, notamment au niveau des personnages et de leur caractère. Ceci étant, même si vous retrouvez de la romance qui est propre au young adulte, je trouve qu'elle prend peu d'importance par rapport au reste du récit, ce que moi personnellement j'ai apprécié. Et vous ne tombez pas, à un moment on se dit « Ah, on va tomber dans le triangle amoureux », mais non, on ne tombe pas dans le triangle amoureux. Alors certes Evalina et son chéri, il y a des moments, on a quand même un petit peu envie de leur foutre des claques, parce que c'est un peu « je t'aime, moi non plus », ils se tournent autour, au début le mec il peut pas la blairer, c'est vraiment le couple meilleurs ennemis. Là-dessus, on est un petit peu typique du genre, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme ça prend peu d'importance, ça m'a pas trop dérangé non plus. Vous avez parfois un certain manichéisme, mais pas toujours, vous le comprendrez en le lisant. Les personnages sont beaucoup plus nuancés, surtout le personnage d'Evalina, beaucoup plus nuancé, c'est pas l'héroïne super bonne par excellence, je vous laisse comprendre. Par contre, évidemment, le méchant est vraiment méchant. C'est de ce point-là où je dis vous avez un certain manichéisme, mais plus vous avancez dans le récit et plus ce manichéisme tend à disparaître. Même si la méchante est une vraie grande méchante. Et puis de toutes les manières, malgré tout, ça fonctionne. Ça fonctionne super bien. C'est un roman qui est hyper addictif. Je pense que c'est dû d'une part à la plume, d'autre part au fait qu'il y a énormément d'action malgré les 600 et quelques pages. Et ça bouge tout le temps, franchement, enfin, il n'y a pas de longueur quoi. Et puis,
vous avez énormément le point de vue d'Evalina et de temps en temps vous avez le point de vue d'Angie, donc qui est le gars qui est venu l'emmener dans son monde et qui est un personnage tout à fait adorable. Enfin, moi j'aime bien les personnages que vous allez rencontrer dans ce livre. Même si ils sont ok, un peu typiques du young adulte, ils répondent au code du genre, d'accord, mais ils sont intéressants, ils sont attachants, voire attachants en fonction des persos, mais pour moi ça fonctionne super bien. Donc en fait, vous avez Evalina qui débarque dans un monde, elle va se rendre compte que vous avez des personnes qu'on appelle les surnaturelles, qui ont des pouvoirs, elle en fait pas tout à fait partie, mais plus ou moins je vous laisse découvrir tout le machin, et ces gens-là sont censés défendre les monels. Les monels ce sont les humains sans pouvoir, donc sont censés défendre les monels d'une sorte de démon si vous voulez et de toutes ces créatures mauvaises. Pour ça je vous dis, vous avez un petit peu le bien contre le mal, mais ce n'est pas non plus le pro-chevalier à tout bout de champ. Par contre, il faut que je note quelque chose. Donc déjà, je vous ai dit les personnages, même s'ils répondent à certains codes du genre, ils sont top, mais alors l'univers, moi c'est ce qui m'a bluffé de A à Z. Vous tournez les pages et vous en prenez plein les yeux tout le temps. Votre imagination elle tourne à fond, vous rencontrez plein de créatures, que vous les connaissiez parce que vous allez rencontrer des licornes, vous allez rencontrer des pégases, vous allez rencontrer ce qu'on appelle des crashers qui finalement sont des dragons, ou que ce soit des créatures qui sortent droit de l'imagination de l'auteur. Mais je vous jure, cet univers est complètement dinguissime. Il y a un boulot de malade au point de vue de l'univers et je pense que ça participe largement au côté addictif, c'est que elle vous en remet tout le temps plein les yeux en fait. Vous voyagez, vous êtes dans la magie tout le temps et franchement c'est un super livre pour déconnecter. Moi il m'a bluffé, je m'attendais tellement pas à un univers aussi développé que j'en étais complètement bluffée, surtout pour un young adulte, l'univers il est dingue. Et puis elle a intégré du coup de la magie, en tout cas des pouvoirs dans ce monde, puisque je vous le dis, les surnaturels, vous vous en doutez, ne sont pas des êtres humains normaux, ils ont bien le nom de surnaturels. Ils ont tous des dons, des choses comme ça, et là aussi c'est bien trouvé, et elle a accordé le caractère de ces personnages par rapport aux dons qu'ils ont, etc. Franchement, il y a un vrai travail, c'est hyper abouti, l'univers il est ultra riche. Et je me suis totalement régalée à tel point que j'ai commandé ce tome parce que je l'avais en numérique en format papier et j'ai pris la deuxième partie de ce tome 1. Je crois qu'au final il y aura 6 romans pour finir la série et que pour le moment il y en a au moins 4 de parus. Enfin, on va changer de genre pour le 3e roman et dernier donc de cette update lecture, puisque j'ai lu le tome 1 des Three Sisters qui s'appelle Le Gardien des Loques et qui cette fois-ci est écrit par Amélie Diville. C'est de l'auto-édition, c'est un roman contemporain avec une touche, un fond de fantastique. Ça se passe en Écosse et c'est l'histoire de 3 nanas qui sont toutes les 3 passionnées par l'Écosse, qui se rencontrent via internet, via des forums Facebook, qui vont se lier d'amitié et qui vont décider finalement de concrétiser leurs rêves et de partir en Écosse. Et elles décident de partir à 3 et bon, c'est super sympa comme projet, mais évidemment il va leur arriver des aventures et des mésaventures. Dans les aventures, elles vont quand même rencontrer des Écossais, ma foi, fort sympathiques et fort agréables pour les yeux. Et pour le moins sympathique, on va dire que le surnaturel va un peu s'immiscer dans leur vie. Alors pour moi c'est une lecture assez particulière, puisque si vous me suivez, vous savez, j'ai commencé par la lecture du tome 2. En effet, puisque le tome 2 est écrit par une autre autrice, vous suivez d'autres personnages, et donc en fait, ça pouvait se lire comme ça. Mais du coup, je dois l'avouer, la lecture de ce tome 1 a été un petit peu conflictuelle avec moi. Pourquoi? Parce que vous avez les 3 nanas qui partent. Vous avez le personnage de Victoria, qui est le personnage principal d'Amélie dans ce tome 1. Et Shannon et Anna sont les persos principales de Laetitia dans le tome 2. Et puis après, vous enchaînez les tomes. Bon. Mais au début, elles arrivent, elles sont à 3. Et donc, forcément, que vous lisiez le 1, puis le 2, ou le 2, puis le 1, de toutes les manières, la partie où elles sont à 3 est commune, avec un point de vue différent, comme ça peut se faire beaucoup, des fois, dans les romans, ces choses comme ça, vous savez, vous avez vu par un tel, telle histoire vue par un tel, ils l'ont fait pour Twilight, ils l'ont fait pour Divergente, et ça se fait énormément dans la romance. Là, en l'occurrence, on a le point de vue des copines. Le problème
pour moi, c'est que le tome 2, ça avait été une lecture exceptionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autrice, elle m'avait plongée dans son atmosphère et elle avait vraiment développé ses personnages et elle a énormément développé son histoire. Je veux dire que il y a beaucoup plus de pages et vraiment, vous prenez le temps de vous balader. Et du coup, en fait, si vous voulez, le tome 1 est moins développé et comme je connaissais déjà l'histoire, ça m'a donné un sentiment d'être beaucoup plus expéditif. En fait, le tome 1, finalement, il est assez introductif. Et je pense que si j'avais lu le tome 1 qui était introductif, puis après le tome 2 pour avoir d'autres détails et justement ne pas avoir trop de redondance, ça m'aurait peut-être moins gêné. Mais là, le fait que j'ai vraiment eu déjà l'histoire vraiment ficelée, développée, et bah du coup, j'ai trouvé que le tome 1 était plus expéditif. Les persos, ils sont, je sais pas, ils rentrent plus dans des cases que dans le tome 2. Et c'est moins développé. Si vous voulez, il y a un moment, bah, les nanas elles commencent, elles se baladent et voilà, on va vous dire bah on a pris la route, on s'arrêtait là, on a visité, on a repris la route, on s'arrêtait là, on a visité, on a repris la route. Et en fait, bah, moi justement, c'était on a visité, je voulais que ce soit développé comme ça l'est dans le tome 2, qu'on m'emmène voir le château, mais avec des émotions, pas côté guide touristique, le château a été construit en telle année. Je voulais des anecdotes qui leur soient arrivées, des fous rires qu'elles ont eu là-bas, leurs souvenirs, leurs émotions en fait. Je voulais être avec elles dans ce voyage. Et dans ce tome 1, non, il est beaucoup plus... c'est plus expéditif en fait. Du coup, vous avez beaucoup moins de détails. Et du coup, comme j'avais déjà découvert l'histoire, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de rentrer dans ce tome 1. Ceci étant, il faut quand même admettre une chose, Amélie Déville a une plume qui est magnifique. Je veux dire, le roman se dévore, moi je l'ai lu en 24 heures, hein, donc pour vous dire quand même, quand je vous dis que ça a été conflictuel, je l'ai quand même lu en 24 heures. Elle a une plume qui est très très belle, elle sait vous emmener dans son histoire, c'est très beau. Simplement, j'ai trouvé que ce tome était moins développé. Les personnages sont moins développés. Après, elle a un personnage quand Laetitia en a deux. Donc c'est vrai que bah, forcément, Shannon et Anna sont beaucoup moins développés dans ce tome. Mais voilà, les personnages sont moins développés et je dirais que l'univers... Je pense peut-être qu'elle a été moins en Écosse que l'autre autrice. L'autre autrice, je sais qu'elle y a été quelque chose comme 8 fois, elle connaît énormément le pays, elle sait de quoi elle parle. En fait, quand elle vous écrit, quand elle vous parle de l'Écosse, vous avez l'impression qu'elle jette ses tripes là-dedans et qu'elle est en train de vous raconter tous les souvenirs, tout ce que l'Écosse lui a représenté. Désolée, on a été interrompu, mon compagnon est venu parce qu'il commence à paniquer pour la jument qui doit pouliner. Donc je vais finir cette vidéo et on va la rentrer. Donc je ne sais plus exactement où j'en étais, mais je crois que j'étais en train de vous dire que on sentait que Laetitia mettait vraiment ses tripes et que elle nous plongeait dedans. Et moi qui ai fait un road trip d'un mois au Japon, n'importe quoi, d'un mois en Écosse, où j'avais ma voiture et puis bah vraiment j'ai tout quadrillé, des fois je dormais dans la bagnole et tout, j'avais énormément de souvenirs qui étaient remontés. Et dans le tome 1, ça me l'a moins fait parce que je pense que c'est un petit peu moins visuel. Par contre, si vous voulez, ben, il n'y a aucune longueur dans le tome 1 parce que bah, ça bouge quoi, hein, je veux dire, ça bouge tout le temps, etc. Mais pour après, je ne suis pas du tout une référence dans ce genre de roman, hein. Je lis pas très peu de contemporains, donc je peux pas comparer à d'autres, mais moi, pour mes goûts personnels, j'ai préféré le tome 2 parce que justement, on voyage en fait, on voyage, et les nanas, elles vous donnent vraiment, elles sont réalistes, vous avez envie de les connaître et tout. Dans le tome 1, elles répondent un petit peu plus à des codes du genre, je veux dire, elles se retrouvent à la gare, elles se sont jamais vues, elles se voient, et les dialogues c'est « je suis contente, non, moi je peux pas aller comme ça, je pouvais pas, et c'était pas du tout l'idée que j'avais des nanas, parce que dans le tome 2, elles sont plus matures, du coup c'était pas l'idée que j'avais de ces nanas-là. Donc de ce point de vue là, je suis obligée d'avouer que le tome 1, même s'il est très bon, on va pas non plus jeter la pierre, m'a beaucoup moins plu que le tome 2. Parce que, d'autant que si vous voulez, après les nanas se séparent, je ne vous dirai pas pourquoi, mais Victoria à un moment est obligée de rentrer temporairement en France, et donc dans le tome 2, moi j'ai continué à suivre les aventures de Shannon et de Anna.
sans trop savoir ce qui arrivait à Victoria, puisque les nanas, eh bien pour le bien de l'histoire aussi, hein, il fallait qu'elles restent un petit peu sans nouvelles de leurs copines, parce que s'ils avaient des nouvelles mais qu'elles vous les disaient pas, eh ben ça aurait fait bizarre. Donc ça a été très très bien travaillé, et les autrices ont fait en sorte qu'on reste un peu sans nouvelles de Victoria. Je comprends ce point de vue là, mais j'avoue quand même que ça m'a un petit peu gênée, parce que Victoria quand même, il y a un moment, enfin je veux dire, ses copines, elles sont hyper inquiètes pour elle. L'autre, elle leur répond pas. Alors pendant un moment, je veux dire, elle est pas bien, il lui arrive des problèmes et tout, je peux comprendre qu'elle coupe les ponts. Mais quand même, il y a un moment, elle retourne en Écosse retrouver l'homme de sa vie. Parfait, c'est très bien, je le conçois, le personnage masculin est très bien fait, hein, elle a super bien réussi son perso masculin. Mais si vous voulez, donc il y a des dangers qui la guettent, ses copines l'appellent, sont hyper inquiètes, etc. Et la réaction de Victoria c'est ah non, je leur réponds pas parce que je vais rester avec mon mec. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je m'en fous de mes copines qui risquent leur vie, qui me courent après, qui partent dans la pampa à ma recherche et qui peuvent clamser à tout moment. Je les emmerde, je préfère rester avec mon mec, profiter des derniers instants, et puis après, j'ai pas l'intention de leur dire au revoir, et basta. Je suis désolée, mais point de vue caractère, quand même, niveau égoïsme, c'est quand même pas génial. Et puis, je pensais qu'il arriverait en fait plein de choses à Victoria, puisque les deux autres, donc le tome 2, c'est surtout Shannon. Anna est toujours là, mais c'est surtout Shannon à qui il arrive pas mal de choses. Et je pensais que ce serait pareil en fait pour Victoria, que quand elle allait rentrer en France, il y aurait une grosse enquête, qu'elle ferait plein de trucs et tout. Et non, en fait, elle déprime pendant une semaine dans son canapé à bouffer des biscuits. Et donc elle trouve des réponses, mais j'aurais voulu un peu plus quoi. Parce que ça, on en attend plus. Après elle rentre en Écosse, et pareil en fait je m'attendais à ce qu'il se passe énormément de choses, mais non, finalement elle retrouve son mec, et elle se blottit dans ses bras pendant le temps qui lui reste à passer avec lui en fait. Si vous voulez, que l'autrice a sous le pied au point de vue de l'univers, vous avez envie qu'elle vous en balance beaucoup plus. Après, le problème, c'est que ce qu'elle a sous le pied, c'est de la fantaisie. Donc forcément, moi, je suis à fond. Après, je pense qu'elle a écrit peut-être dans un but plus contemporain, romance. Auquel cas, elle n'osait peut-être pas trop balancer la sauce fantaisie en ayant peur que ce soit mal accueilli par les lecteurs. Alors moi, perso, je sais que les autres tomes sont déjà écrits, hein, mais j'espère que le tome 3, elle va continuer l'univers, parce que mes chéris, à la fin, vous avez un putain de cliffhanger, mais que si elle me continue dans cet univers-là, les persos, et qu'elle m'en met plein la vue, comme elle m'en a mis dans l'épilogue, parce que je peux vous jurer que je m'y attendais pas, moi j'achète, je prends, je dévore. Mais, encore une fois, moi, ma cam, c'est la fantasy, c'est pas la romance. Je suis pas forcément la mieux placée, du coup, par rapport à ce roman. Mais si elle a osé dire « j'en ai rien à foutre, j'ai mon idée, je balance mon idée », je vais à fond dedans, et que franchement, elle l'a fait dans le tome 3, vu l'idée qu'elle a en tête, je peux vous dire qu'à mon avis, vu ce qu'elle a en tête, vu ce qu'elle a créé, si elle a osé, entre guillemets, développer son univers, je pense que le tome 3 va être excellent. Et puis si vous voulez, là j'ai fait 1, 2, du coup je vais lire son tome 3, donc le sien, donc en fait, vu que j'aurais pas lu le 4 avant, je vais pas me spoiler pour ce qui arrive, parce qu'à la fin du tome 2, c'est pareil. Laetitia, elle nous a fait un cliffhanger qui fait que vous avez quand même vachement envie de savoir ce qui arrive à Victoria. Sauf que ce qui arrive à Victoria, vous le savez qu'à la fin du tome 3. Donc les deux autrices ont fait en sorte que vous ayez vachement envie de vous jeter sur le tome 3. Donc c'est ce que je vais faire, puisque du coup j'ai refermé le livre, j'ai commandé le tome 3 et le tome 4. Directement. Donc ça a été une bonne lecture, mais qui, par rapport au tome 2 et à mes goûts personnels, ne m'a pas tant apporté que le tome 2. Trop introductif pour moi, pas assez approfondi, mais je vous dis, avec ce qu'elle a sous le pied, j'attends la suite. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je ne vais pas faire long parce qu'il y en a un qui trépigne d'impatience en bas pour qu'on aille rentrer la jument parce qu'il a peur qu'elle lui fasse le poulain sous le nez dans le champ. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.